Je me souviens dans son livre Racine, je crois que c'est. Les racines du sous-développement en Haïti. Non, c'est un livre de Michel Roftrouillot, Les racines historiques de l'État du Val en 1986. Il avait dit que l'État haïtien a toujours été autoritaire. Et en creusant. J'ajouterai autoritaire et arbitraire. Oui, c'est auto et arbitraire. Voilà, tu m'excuses, hein? Il y a pas de problème. Et en creusant de cette ligne, et en faisant une approche historique surtout, j'ai vu que les dirigeants haïtiens ont pratiqué une méthode, je dirais, le régionalisme et le militarisme, qu'ils ont associé avec le néo-patrimonialisme. Ils ont tout à fait confondu l'État avec leur personnalité propre. Ils étaient l'État et l'État était eux-mêmes. Et comment procédaient-ils? Ils cherchaient surtout l'appui des généraux qui dirigeaient les divisions militaires. Ils cherchaient leur loyauté afin de garder le pouvoir. Et dans ce contexte-là, le changement de pouvoir se faisait à travers un phénomène qui s'appelait crise. Des crises. Et les crises apparaissaient avec, le marasme économique. Et puisque c'était ce qu'ils faisaient tous, à chaque fois il y avait des crises. Il y avait tant de crises que la période où il y avait une certaine stabilité, on pourrait dire que c'était seulement stable pour préparer une autre crise. Et c'était les militaires qui faisaient ça. Et nous savons que les militaires, ils sont droits. Ils sont droits. Et nous savons que jusqu'en 1913, je crois, tous les chefs d'État haïtiens étaient des militaires. 26 chefs d'État, tous étaient des militaires. Et c'est pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, et Jean Grady aussi, c'était dans cette logique-là que je crois que l'International avait dit qu'il y a trop de désordre dans le pays. Et certains dirigeants avaient remarqué cela. Comme vous avez dit tout à l'heure, Tancred Auguste l'avait remarqué quand il avait dit que fatalement, nous devrons tomber entre les mains des Américains. Il avait dit ça en 1895, il n'était même pas encore président. Le pire, lorsqu'il était devenu président, il a fait les mêmes choses que ses prédécesseurs. Mais n'empêche que, comme vous l'avez encore dit, et lorsque les Américains s'étaient accaparés de nos douanes et des réserves de l'État, je dirais, il y a eu une certaine construction de l'État haïtien quelque peu. Comme vous l'avez dit, malheureusement, l'argent de l'État servait l'État. Et même après leur départ, il y avait cette continuité de construction de l'État haïtien, disons jusqu'en 1956-1957. Que ce soit les présidents Sténio Vincent et Lescaut, nous savons tous ce qu'Estimé a fait. Et Magloire, sur Magloire, nous avions eu 1 million de touristes, je crois. À venir en Haïti. Donc c'est pour dire qu'il y avait une construction de l'État haïtien. Cependant, entre 57 à 86, quelque chose s'était passé. J'ai posé la question à plusieurs professeurs, j'ai posé la question à mon professeur Pierre Buteau. Bon, il n'a pas su répondre. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé entre 1957 et 1986 qui fait? Avant, nous avions eu une phase de construction de l'État haïtien, mais tout de suite après 1986, jusqu'à nos jours, nous sommes entrés dans une ère de déconstruction de l'État haïtien. Le professeur Laennec Urbon dit que nous sommes dans la phase de démocratie introuvable. Donc, qu'est-ce qui s'est passé durant cette période-là, 57 et 86, qui fait que avant 57, nous étions dans la phase de construction, et après 86, nous entrons directement dans la phase de déconstruction de l'État haïtien. Sinon de destruction. Bon, il ne faut pas rêver non plus que Sténio Vincent n'a pas été un saint. De même que Lescaut, de même qu'Estimé, de même que Magloire. Ils n'ont pas été des saints. Et le règne de Vincent a été relativement long. Les Américains, l'occupation américaine a échoué en Haïti. Nous n'avons pas de baseball. C'est cette génération montante
qui fait l'apologie du hot dog et du hamburger et de la pizza. Il y avait une résistance de la population, qu'elle soit urbaine, qu'elle soit rurale. Et le refus de l'occupation américaine a été surtout un refus paysan. Parce que la petite bourgeoisie traditionnelle s'accommodait très bien avec ces nouveaux colons, qui leur permettaient d'améliorer la race. On cherchait toujours un sergent, un capitaine, pour épouser la petite négresse et entrer dans la catégorie de la mulâtraille. Il y a eu peut-être des exceptions. Il y a eu Sylvain, qui dès l'occupation américaine a monté une lutte contre l'occupation. Si on a pu avoir la désoccupation, Georges Sylvain a joué un grand rôle. Il y a eu Léon Lalo, qui a écrit l'un des plus beaux romans de ce pays, qu'on ignore. Le choc. Le choc. Il y a eu le propriétaire terrien, Charlemagne-Péralte. Il ne faut pas faire mentir l'histoire que Charlemagne-Péralte était un petit paysan. Charlemagne-Péralte était... ce qui n'allait rien à sa vision. Mais le malheur pour nous, si on avait les satrapes du Nord, les satrapes du Sud, quand Antoine Simon était fatigué de Fort Hippolyte, il a débarqué avec l'armée du Sud et a chassé, il a pris le pouvoir. Donc quand ceux du Nord, les Cacos étaient fatigués, ils descendaient d'abord au Prince et prenaient les armes et ils chassaient le pouvoir. Les Américains ont détruit la paysannerie rebelle d'Haïti. Ils ont émasculé la paysannerie. Ce que Leclerc avait tenté en 2002, les Américains l'ont réussi en 2016-2017. On a désarmé la paysannerie. Alors en 1802. En 1802. Oui. 1802. Parce que c'était la période de désarmement général, à un moment. Oui. Ah, mais le paysan s'est souvenu de cette phrase de Sotonax. Des pauvres les prennent âmes, fusils, ça en amont, qu'on est après nous en esclavage. Des casser les âmes. L'occupant américain a réussi à désarmer le paysan haïtien. Le paysan haïtien a été réduit à se défendre seulement avec sa machette. Ils battent des fusils encore. Et ils ont créé un instrument de répression massive, la garde d'Haïti, qui vient de l'armée d'Haïti. Et malgré le départ en 1934, les Américains, Vincent avait très bien compris qu'il fallait garder une coopération militaire avec les États-Unis. Parce que la base de son pouvoir, c'était les militaires américains, pas les militaires haïtiens. Parce que dès la création de la garde nationale d'Haïti, c'est l'armée américaine qui a toujours formé nos militaires, et c'est l'armée américaine qui a toujours équipé l'armée haïtienne. Donc on a retiré cette force de pression. Bon ou pas bon, on ne clair, n'est pas bon. Que des connectés propriétaires terriels des Guécob, les réunissent toutes les paysans, ils disent ça, finalement, Port-au-Prince, on va le pouvoir. Mais en même temps, on a créé une force répressive, la garde d'Haïti, qui a donc émasculé la paysannerie, donc qui est devenue maintenant sujette à toutes les formes d'exploitation et de rejet. Et c'est comme ça qu'elle a fait jusqu'à 1957. Duvalier est arrivé au pouvoir en 1957. Et Duvalier est peut-être l'un des rares présidents haïtiens à avoir une maîtrise de la culture haïtienne et des mentalités. Et c'est ce qui lui a permis de rester au pouvoir aussi longtemps. L'image du tonton Macoute, c'est l'image de Zaka dans la paysannerie. Ministre Zaka, le ministre de l'Agriculture, dans le Panthéon vaudou. Donc le paysan s'associe à Zaka. Le pot de costume caraco bleu, est-ce que le habillé en Macoute ou bien le habillé en Zaka? Donc, il a encore continué à l'élimination de la force paysanne dans le paysage politique. Par la fourberie. Par la fourberie. Par l'utilisation de la culture haïtienne. 86,
Duvalier est parti. Duvalier n'a pas été renversé. Tout le monde qui dit ça, c'est menti le bailli. Duvalier est parti. Il est parti avec les honneurs militaires. Oui. Il a formé son gouvernement. On va pas dire mon renversé-le. Nous étions proches de la victoire. Mais les Américains n'ont pas voulu laisser cette satisfaction au peuple haïtien. Ils viennent chercher le. Et 86. En 86, ça m'a dit la choquant le monde, particulièrement les internautes qui sont dans la diaspora. La diaspora a investi l'espace politique en se disant nous sommes les êtres moraux. Tout ça qui est en Haïti, c'est vagabond, c'est corrompu, c'est macoute, c'est malpropre, c'est vagabond, c'est rien. Un peu professeur fâché là. Ah oui. Donc, tu vas venir au pouvoir, il n'y a pas de réalité. Hein? Et on vient nos 6 années entre ceux qui étaient restés au pays et ceux qui avaient vécu à l'extérieur. Et jusqu'à présent, on continue à dire la même saloperie que le savoir haïtien est dans la diaspora. Nous parlons de l'école. Nous parlons de l'école. Alors, Georges qui n'a pas de savoir. Alors là, si nous croyons ça, diaspora, que le savoir vient de la diaspora tourne, il faut le dire, Georges, font tirer à l'école. Ou pas qu'on ait un emplacement. On ne peut même pas avoir cette unité entre les sachants lire. Et ce n'est grave dans le pays d'Haïti. Vous n'avez pas d'intellectuel en Haïti. Pas d'élite intellectuelle. Il y a des sachants lire. Ce qui qualifie une éthique, une élite, c'est colonne vertébrale. Pour prendre des intellectuels qui ont justifié ce qui a passé dans le pays. Pour prendre des intellectuels qui te mettent à genoux devant M. Michel Matéli. Bon illégal. Quand on des galères, vous voulez. Et on te dit, c'est la chance qui passe. Disons, c'est la chance qui est passée. Donc c'est pour ça qu'il faut. Et vous voyez, quand Patrick m'a appelé et Georges, on s'est parlé, j'étais heureux de venir dans cette émission parce qu'il allait avoir ce pont intergénérationnel. En général, nous mettons mon chita en table, la palais, l'autre en face. Il parle en maître. Tu vois, là, il y a un échange d'égalité. Que nous respectons pour l'âge de nation, mais il y a un échange d'égalité parce que vous tous, vous avez le droit à la parole. Donc, moi, pour tourner sur intellectuel, il faut une position verticale. Ou pas qu'à une misère, ça dans le pays, on va justifier acte au gouvernement. Ou pas qu'à intellectuel, ou son sachant lire. Ou maîtrisons le savoir, ou qu'à dispenser le savoir. Et chaque plus belle là, n'est pas participé à la satrapie et même il a pas écrit bel livre sur la démocratie. L'échec d'Haïti, on sérieux. Au 19e siècle, il y avait Delorme, il y avait le Joseph Janvier, il y avait Firmet, il y avait Edmond Paul, les causes de nos malheurs. On oublie souvent Edmond Paul, un grand intellectuel, les causes de nos malheurs. Von Mille, parce que l'actuel jusqu'à présent. On doit apprendre 10, 15 intellectuels. Au XXe siècle, on avait Prince Mars, on avait Jacques Roumain, on a eu Stéphane Alexis. Oui. On avait une augmentation en nombre et aussi en qualité. Actuellement, on a une pléiade de docteurs, une pléiade de masters, dans tous les domaines. Une pléiade de licenciés. Je n'ai jamais vu une absence totale de pensée dans ce pays. Aussi profonde. Un petit peu la défaite de la pensée. C'est la défaite de la pensée. Donc, qui ont qu'à construire l'État, qui ont qu'à construire la nation, qui ont qu'à permettre au peuple émerger, si au départ, seul objectif Tegla, c'est gonter de bœuf. De la Souzy Valio te dit, le vol vaut la Volvo. La Volvo son machine. Nègla, c'est gain l'argent, quels que soient les moyens. Et l'ambassadeur Brian Tinkerin, lors de son départ, en tant qu'ambassadeur américain accrédité en Haïti, c'est dans les années 95-96, ils font un dîner officiel de départ pour lui à l'hôtel Montana, la Amcham. American Action Chamber, man, pas d'anglais, même. Monsieur manqué aux dégâts. Je ne dis pas une balème de élite, pas une balème de corruption. Vous appelez ces corrompus pour épouser vos enfants. Si on parle une petite nous, et on a fait fête ces hauts là, après on a vu plein. Nous pas moun. Il y avait 100, 150, 200 personnes.
homme d'affaires. Yo est chita et le discours fini. Yo pas de bravo pour elle d'une Caroline. C'est là, plutôt va au bar guérison. Nous pas monde. Nous pas l'autre chanter monde qu'est-ce qui chante côté moun yo m'pa ouais moun yo. Il nous faudrait peut-être un nouveau Diogène. Et c'est ce combat que je vous demande de mener. Parlez aux jeunes. Si vous venez cette semaine, demandez à un autre de venir, de participer à cette expérience. Il faut semer. L'avenir est entre vos mains. Demain est à vous. Moi, mon demain est le cimetière. Faites très clair. Je vais avoir 70 ans. L'espérance de vie d'un Haïtien de sexe masculin est de 58 ans. J'ai 12 ans gratis là. Je ne me bats pas pour moi parce que je ne me bats pour elle. Je ne me bats même pas pour vous parce que vous allez être artisans de la construction. Je me bats pour mes petits-enfants qui vont jouir de ce que vous allez faire vous-même. Et je pense qu'il y a cette jeunesse saine. Mais ne vous laissez pas prendre par les chants des sirènes. C'est pas parce que je ne parle français là, moi, il est intéressant pour me dire, bon, mais l'enquête sous moi. Côté de travail, est-ce que j'ai un dossier volé? Est-ce que j'ai un dossier exploitation sexuelle? Est-ce que j'ai un dossier? Il faut me poser des questions sur le monde qui a émergé comme leader. Et nous avons qu'il n'y a pas de leader. Il y en a beaucoup qui ne sont pas des leaders. Il y a beaucoup de leaders. Et c'est ça ma grande crainte par rapport à la jeunesse, de confondre leader et leader. D'ailleurs, on ne se nomme pas leader. Je ne suis pas leader, personne. On ne se décrète pas. Leader, je ne suis pas leader. Je ne suis pas leader. Je ne peux pas décréter tête leader. Quelqu'un peut m'identifier comme leader. Mais nous avons un ensemble de leaders. Excusez-moi, je parle trop. Voilà, Fanon.